Pour moi, le dossier, c'est revenir à des phrases très simples, parce que je m'adresse à un professionnel qui a déjà lu 1000 dossiers, qui a déjà vu 1000 films, donc si je lui dis les bons mots, ça va tilter de la bonne façon dans sa tête. Et au moins, l'échange sera clair entre lui et moi, on veut faire le même film. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 17, ressources. Bonjour, moi c'est Anaïs Bajeux. Je suis réalisatrice, cadreuse, monteuse. Freelance depuis 2017, je mène ma barque en me rendant à une évidence. Je manque de clés, de connaissances et d'expérience pour bien comprendre l'écosystème des films documentaires. Ces chroniques ressources sont des boîtes à outils. Elles sont ancrées dans la réalité professionnelle. Elles existent pour vulgariser des contenus administratifs, juridiques, institutionnels, qui peuvent pour certaines paraître rébarbatifs. Du coup, j'espère que ça ira pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec l'auteur-réalisateur Paul-Aurélien Combre. Il propose une formation intitulée « Savoir convaincre producteurs et diffuseurs » qui s'adresse aux auteurs et réalisateurs de documentaires pour la télévision. C'est une formation de 2 semaines que j'ai eu l'occasion de faire en octobre 2023 aux Escales Buissonnières à Lyon. Et j'en parle volontiers car j'ai commencé ma carrière comme autodidacte et cela fait des années que j'essaye de faire cette formation. Entre-temps, le Covid est passé par là ou alors je n'avais plus de crédit pour me former. Et pour avoir comparé plusieurs formations, celle-ci semblait correspondre le plus à mon besoin de compréhension de l'écosystème documentaire. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire à travers ce podcast. J'y ai vu l'occasion de croiser mon besoin professionnel et l'envie de partager ces connaissances à travers cet épisode. Et vous vous douterez bien qu'il sera difficile de synthétiser 2 semaines de formation en 1 heure de chronique. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas une commande de la part de l'école pour que je leur fasse de la pub. Cependant, après avoir demandé l'autorisation de cette interview, Nicolas Gabion, le fondateur des Escales Buissonnières, a proposé généreusement de contribuer financièrement à la réalisation de cet épisode. Je tiens donc à le remercier particulièrement pour sa gentillesse et son élégance. Cet épisode vous donnera des clés pour optimiser votre entonnoir de prise de décision sur l'écriture du dossier de votre documentaire, afin de pouvoir le proposer à une société de production. On se rencontre lors d'une formation qui est donnée aux Escales Buissonnières que tu as créée. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de cette formation et m'expliquer un peu le contenu de la formation ? La genèse de la formation, elle est assez simple. C'est toutes les informations que j'aurais aimé recevoir avant de commencer à écrire des projets. Donc en fait, sur plusieurs années d'erreurs, d'errance et essayer d'accumuler des infos à droite à gauche sur ce qu'on mettait dans les dossiers, avoir les dossiers de mes copains, avoir les miens que j'envoyais aux producteurs, avoir des retours, comment est-ce qu'on arrivait à toucher notre but en fait ? Dire j'ai un film, il va ressembler à ça, est-ce que vous voulez le produire et qu'est-ce qu'on va chercher comme argent pour le faire ? Quand j'ai rencontré Nicolas Gabion aux Escales, il m'a dit est-ce qu'il y a un grand manque, toi, dans ton domaine, sur lequel tu voudrais créer une formation ? On est à l'écoute des besoins des intermittents, des besoins des auteurs, savoir sur quoi ils aimeraient progresser. Et moi j'ai dit mais évidemment, il y a un truc que je vois qui est obvious, c'est les auteurs ne savent pas écrire des dossiers. Ils écrivent des choses, mais c'est pas ce que les producteurs aimeraient lire. Donc il y a une double frustration des deux côtés. J'écris pendant des heures, et finalement je touche pas ma cible, côté auteur. Et côté producteur, les auteurs viennent vers moi, m'écrivent des trucs, mais en fait, j'ai pas les films, je vois pas les films, j'ai pas les informations que j'aimerais avoir pour partir en production. Et ça révèle, en toile de fond, que souvent les auteurs en documentaire, on parlait d'années où il n'y avait pas encore le groupe Facebook, Documentaire Pro, il n'y avait pas encore la garde, on parle d'auteurs qui sont très isolés, qui n'ont pas accès forcément à des informations sur comment fonctionne ce métier de la production, des diffusions, des chaînes, qu'est-ce qui fait qu'un film se fait ou pas, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les cases. Et il y avait beaucoup de mythes et légendes, j'ai envie de dire. Et finalement, quand tu mets dans la même salle des producteurs, des diffuseurs et des auteurs, et ben en fait, il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et finalement, les informations qu'il faut donner dans un dossier, il n'y en a pas tant que ça. Il faut juste être clair sur ce qu'on veut. Donc il y avait vraiment cette idée de dire aux auteurs, on vous offre un endroit où pendant 15 jours, on vous dit comment ça marche derrière, comment ça marche du côté du producteur et de la chaîne, et comment il faut écrire pour toucher ces gens, et quelques techniques que vous allez vous servir potentiellement toute votre vie, pas juste sur un film. Moi, l'idée, c'est pas de faire un atelier d'écriture, c'est de dire, je vous donne des techniques qui, à chaque fois, vous écrirez un nouveau film pour vous servir à toucher un producteur. L'idée, c'est un auteur-réalisateur a un projet génial de film, il veut contacter un producteur. Du coup, pour ça, l'étape rituelle, formelle, c'est de faire un dossier.
Comment on fait un dossier ? Voilà, le dossier et son équivalent oral qui serait le pitch. Il y a un peu des règles qui n'étaient pas ancrées dans le marbre et qui sont pas universelles. Mais en tout cas, il faut arriver à trouver le moyen de faire passer des infos qui permettent à la fois de donner envie, à la fois de rassurer le producteur et peut-être même la chaîne, et ensuite de décrire ce qu'on va voir dans le film. C'est les 3 grands pans. Et après, les différentes parties ne sont que des façons d'atteindre cet objectif. Il y a beaucoup, je ne vais pas dire de fantasmes, mais il y a beaucoup de définitions sur ce qu'il faudrait mettre dans une note d'intention, ce qu'il faudrait mettre dans une note de réalisation, et ce qui ensuite va être de l'ordre du contenu, traitement séquencier. Le dossier, passage obligé, pour faire passer ses idées. La forme peut être relativement libre, mais finalement, on est face à des producteurs, des diffuseurs qui ont peu de temps. Donc le plus ce dossier sera intense, dense, donnera envie de faire le film, et le plus on aura répondu aux questions que se pose en fait la personne en face. C'est un dossier, c'est un document de professionnel à professionnel qui donne les bonnes informations dans une forme si possible un peu ludique, un peu précise, et aussi un peu en lien avec le film lui-même. Est-ce que tu peux me dire de quoi il est composé le dossier en fait ? Quelles sont les choses qui sont un peu attendues finalement ? Je suppose qu'il y a quand même des usages. Le dossier minimum, tel que je le vois, pour toucher un producteur et lui décrire ce qu'on veut faire, il peut faire quelques pages, 5-6 pages. Il faudra qu'il ait le titre du film, il faudra qu'il ait un petit résumé court qui donne envie, il faudra qu'il ait une note de réalisation qui sera un peu le mode d'emploi, qu'est-ce que vous allez voir dans le film et comment vous devez lire les contenus que je vous donne. Une note d'intention plus ou moins longue en fonction de son projet sur pourquoi je fais ce film, pourquoi je compte faire ce film, pourquoi il est important aujourd'hui. Et puis surtout, un petit aperçu de l'histoire. Et il faut que tout ça soit cohérent. Le plus important, c'est la cohérence. Si dans la note de réalisation, on défend une façon de filmer, il faut qu'elle se sente un petit peu dans le séquencier. Si dans le résumé, on fait une promesse et qu'on la tient pas ensuite, ça marche pas. Donc c'est vraiment la cohérence de ces différentes parties, comment elles s'articulent et à quelles questions chacune elles répondent. Est-ce que du coup, on peut essayer de faire étape par étape ? Bien sûr. Par exemple, si on commence par faire un résumé. Ouais, c'est pas... Je vais essayer de finir ma phrase. Est-ce que tu peux me décrire la façon dont on crée un résumé ? Et en fait, je peux pas décrire la façon dont tu crées un résumé. Je vais décrire la façon dont moi je crée un résumé. Parce qu'en fait, au final, tu vois, mettre un certain nombre de lignes et tout, ça fait pas de sens. Déjà, je pense qu'il faut voir avec le producteur en face combien de lignes il veut voir. Mais au-delà de ça, il y a des techniques pour écrire un résumé qui est assez péchu. Je pense qu'on peut pas écrire un dossier de 20 pages si on sait pas faire un résumé de 5 lignes de son film. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que pour écrire le résumé, il faut avoir accumulé les informations nécessaires, avoir décidé où allait être son film sur la carte des films. Et une fois qu'on a ça, on peut se dire, ok, en fait, je sais résumer. Et après, on peut rentrer dans le détail et dire, c'est bien si on présente notre personnage, donne quelques éléments visuels, qu'on donne tout de suite une idée des conflits, des enjeux qu'on va voir dans le film. Si on arrive à finir sur une phrase un peu d'accroche, quelque chose d'assez sexy qui donne un petit peu envie d'aller lire la suite, en fait. Donc finalement, ces éléments, ils se composent assez vite. Sur 4-5 lignes, c'est très précis, on n'a pas le temps. Il faut être capable de couper. C'est comme du montage, déjà, de dire « Ouh là là, ça n'a pas sa place dans le résumé. » On aura du temps, plus tard, pour expliquer ces choses-là. Mais dans le résumé, soyons péchus, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, pourquoi on va aller toucher des lecteurs qui disent plusieurs dossiers par jour, plusieurs dossiers par an, et qui passent très vite de l'un à l'autre. S'ils sont pas accrochés dès les premières lignes, ils iront à reculons lire le reste, voire ils ne le liront pas. Donc finalement, l'idée de chaque partie, c'est de donner l'envie de lire la suivante. Et le résumé, c'est le premier sur lequel on arrive. Enfin, le premier sur lequel on arrive, c'est le titre. Donc le titre doit donner envie de lire le résumé doit donner envie de lire la suite. C'est comme ça en tout cas que je fonctionne. Moi, il y a quelque chose que je suis contente d'avoir appris ici dans la formation. Je te jette des fleurs, mec. Vas-y. Faut en profiter. Ça fait du bien. C'est justement qu'en fait, pour avoir... Moi, de mon parcours, je n'ai pas été diffusée encore en télévision, d'où l'intérêt pour moi d'apprendre ici. Et du coup, en greffant les infos auprès d'autres personnes plus expérimentées, j'essaye d'en faire ma sauce, de me rendre compte que pour ma part, je n'ai pas une écriture assez visuelle. Et en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il fallait vraiment développer dans ce genre de dossier.
On peut prendre l'exemple d'un documentaire que tu as réalisé sur la vie d'un musher Ouais, qui est en Alaska et qui va faire une course, si je ne m'abuse. c'est ça. Ok. Donc de fait, si tu dois résumer ça, de ce qu'on a appris dans la formation, c'est mieux si le résumé fait 5 lignes. Et du coup, de faire si on doit résumer visuellement, c'est aussi de donner des exemples du genre... est-ce que tu peux les donner, en fait ? Ouais, en fait, c'est plutôt de dire, il va y avoir des difficultés. Dire, à un moment, un chien va se détacher du traîneau, c'est qu'on sente le froid sur ses mains, c'est qu'on sente qu'à un moment, il va peut-être être perdu. C'est juste avoir le champ lexical aussi un peu de cet univers du Grand Nord et le faire rencontrer dans le résumé. Si on est toujours dans l'explication, et ça c'est très français, l'intellectualisation, l'explication, on perd les éléments visuels. Or, le but, c'est que le lecteur d'un dossier, dès le titre, le résumé, et à chaque partie, il se projette le film dans la tête. Et si on n'adopte pas les images qui vont avec, et qu'on est juste dans l'explication, on fait du Wikipédia, en fait. Bien sûr, il y a des films, surtout très connaissances, qui se vendent là-dessus. Mais à un moment, nous, on est réalisateurs, notre langage, c'est censé être l'image. Donc notre métier, c'est de traduire du texte en image. Et l'auteur, du coup, doit adopter un langage visuel. Mais c'est parce que c'est propre à notre métier. Et on veut créer ce sentiment de lecture fluide chez le lecteur qui va dire, en fait, voilà, on me donne un dossier, mais en fait, je suis en train de me mettre dans un siège, on éteint les lumières, on me donne le popcorn, et c'est parti, le film se lance. Il faut provoquer ça avec le dossier. Ok. Donc, ça, c'est un il faut. Sur les techniques pures, chacun a nos petits manques, en fait. Il y en a, ils ont beaucoup de mal à synthétiser. D'autres, ils synthétisent trop, ils ont du mal à faire passer les émotions. D'autres sont trop dans les explications et vont rater le langage visuel, les petits éléments du film qui font que c'est les petits détails, la matérialisation, quoi. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut s'adapter à chacun, en fait. Je pense que la meilleure technique, c'est de relire son résumé plusieurs fois, de tenter différentes variantes et d'essayer d'intégrer les éléments qui manquent petit à petit. Et si ça manque de visuel, dire « Ok, comment j'intègre du visuel ?» Mais pas essayer d'écrire le résumé parfait de 5 lignes du premier coup, qui cocherait toutes les cases et qui serait tout bon. Il va se construire petit à petit, ça va prendre du temps. Et il y a des techniques aussi à apprendre pour aller chercher, mais c'est pas inné en fait. Et c'est ce que considèrent un peu trop les gens, c'est que ça devrait être inné. Alors qu'en fait, ça l'est pas du tout, ça travaille. Et surtout, notre système scolaire, je pense pas qu'il nous emmène vers ça. Pour partir même de façon plus large, au fond, à partir de quand tu considères qu'on peut commencer à écrire un dossier ? Je pense qu'avant d'écrire un dossier, il faut avoir vraiment placé son film sur la carte. Qu'est-ce que t'appelles la carte ? Beaucoup de gens vont vous parler d'un désir de film et ont quelques séquences très fortes en tête. Ils savent vous les raconter comme s'ils y étaient, mais en fait, c'est 30 secondes du film. C'est 3 petits passages dans le film. Or, ce qu'un producteur veut lire, une chaîne veut voir, et même moi, ce que je veux transmettre, c'est 95% les autres 95% du film, en fait. Est-ce que ça va être à base d'interviews, à base de voix off ? Est-ce qu'il y a un récit ? Est-ce que c'est une enquête ? Est-ce qu'on suit un protagoniste ? Est-ce qu'on en suit 3 ? Comment on filme les animaux s'il y a des animaux ? C'est ces questions qu'il faut répondre. Et ça, c'est beaucoup plus technique que juste « Ah, j'ai 3 petits passages dans ma tête qui marchent bien, regardez, ça va marcher. » Et on voit que c'est pas facile de passer à ces 3 petits passages dans la tête à « Je vous décris tout le film de façon professionnelle en vous disant exactement à quel film il ressemble et à quel moment il se distingue des autres films. Quel choix de réalisation j'ai fait. » En formation, tu nous parles d'un entonnoir, du coup de savoir comment faire des choix en fait. Ouais. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, il y a des choix qui vont être très importants pour le film. Est-ce que c'est la forme d'un récit, comme on peut avoir en fiction, avec un protagoniste qui va vivre plein d'aventures et ça se finit avec un climax, genre Free Solo ? Est-ce que ça va plutôt être une enquête, type Super Size Me, qui lui mélange un peu les deux finalement ? Je vais reprendre un exemple. Ça peut être aussi une enquête, avec une question principale, comment sauver nos forêts, j'en sais rien, et on déroule en allant voir différents intervenants et qui, chacun à leur façon, essaie de sauver la forêt. Bon. Ça, c'est des questions qui vont très haut dans l'entonnoir. C'est des questions, est-ce qu'il va y avoir de la voix off ? Est-ce que j'ai des interviews ? Est-ce que je suis dans l'histoire ? Est-ce que je suis en science ? Est-ce que je suis dans une façon de filmer dans l'action ? Ou alors à l'inverse, j'ai des plans très lents, très, très contemplatifs. Ça définit un film. Il y a des choses qui sont beaucoup plus en bas de l'entonnoir, qui vont être « Ok, dans ma séquence 8, quand je fais appel aux archives, est-ce que je les colorise ou pas ?» Mais en fait, c'est juste 30 secondes dans mon film. C'est pas pareil que dire
Mon film est basé sur des archives. Donc j'essaye vraiment à ce que les gens distinguent qu'est-ce qui est des petits choix de séquences et qu'est-ce qui est vraiment les choix principaux du film. Et on voit que c'est toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. Un film d'histoire, un film de science, un film animalier. Bien sûr, il y a la création à avoir autour de chaque film et de son projet, quelle est la meilleure façon. Mais c'est vraiment de ce passage de j'ai un sujet, les chiens de traîneau, à j'ai un projet, ok, je suis un musher pendant 1 an qui s'entraîne pour une course et à la fin, est-ce qu'il y arrive ? Comment on passe de l'un à l'autre et comment, avec plein de sujets, on aurait pu faire des projets différents. Ah, en fait, non, je suis qu'une journée. Ah non, tiens, ce musher, en fait, moi, je suis sur 10 ans. Ah, moi, ce musher, toutes les parties où il est dehors, je les fais en animation. Je sais pas pourquoi, ça raconte quelque chose, tu vois. Et ça, c'est vraiment, les gens, ils ont du mal à dire, j'ai un sujet, ok, il y a un truc qui m'intéresse, mais maintenant, je choisis, dans l'infinité des possibles, je choisis une façon de le traiter. Et je la décris. Et du coup, là, c'est un exemple intéressant. Si, comme tu dis, en fait, la difficulté, finalement, c'est de passer d'un sujet à un projet. Donc, si on parle du sujet qui peut être un musher en Alaska, et que, comme tu l'as dit, il faut pouvoir le placer sur la carte, qui finalement correspond à le placer sur la carte des cases éditoriales de dispo des chaînes. Si on se donne cet exercice-là ensemble, sur le sujet un musher en Alaska, en essayant de le décliner sous tous les différentes possibilités de genre documentaire. À quoi ça pourrait ressembler ? C'est un travail en plus que le producteur va faire dans sa tête et très vite. Rien que si on revient sur le musher en Alaska, il y avait eu un film historique sur les chiens de traîneau dans les tranchées. Il y a eu d'autres films historiques sur comment le fait de voyager en chien de traîneau en 1900, je sais pas quelle année en Alaska, a sauvé toute une population du typhus parce que les vaccins ont voyagé avec les chiens de traîneau. Là, on va être en histoire. On va aller chercher des archives, peut-être des témoins s'il en reste. Et ça nous envoie sur certaines cases. À l'inverse, on va aller plus sur aventure. Si on va sur MC Découverte, on va vouloir de l'action, on va vouloir qu'il se passe des choses un peu intenses avec des enjeux forts tout le temps. Sur peut-être France 3, on va jouer plus le côté familial ou un ancrage régional. D'où il vient ce musher en France ? Est-ce qu'il a adopté son chien en France ? Est-ce qu'il s'entraîne dans le Jura ? Bon, il y a peut-être une partie qui va être mise en avant dans le Jura. Voilà comment on pense cases tout de suite. Mais pour ça, il faut les connaître un minimum. Et surtout, on n'est pas obligé de penser cases. On pense cases si on a envie de rentrer dans les cases et qu'on cherche les budgets de la télévision. C'est pas une obligation, en fait. L'infinité de films reste possible. Vouloir savoir si son film va pouvoir rentrer dans une case sous une certaine forme, ça réduit vachement le nombre. Mais du coup, si tu te mets tout de suite dans une logique de rechercher des cases parce que tu dis, tiens, moi, je veux en vivre, en fait, ton entonnoir, du coup, il est beaucoup plus simple. Il y a 3-4 films possibles, parfois même il n'y en a qu'un, qui va rentrer dans une case. Et sur certains sujets, il y a même peut-être 0 film possible pour rentrer dans une case. Mais au moins, les règles sont assez claires. Donc, question numéro 1, est-ce que je veux vivre financièrement de ce documentaire ? Alors, vivre ou non, alors il y a plein de gens qui vivent hors des cases de télévision. Donc, faudrait pas faire un truc tout noir, tout blanc, où si tu passes en télé, tu vis du doc, et si tu passes pas en télé, t'en vis pas. Maintenant, ce qui est bien, c'est de savoir si tu ne vas pas vers les cases de télévision, quelle stratégie haute tu mets en place de diffusion vis-à-vis de réseaux alternatifs. Et quelles sont les contraintes. Moi, j'ai pas de problème avec toute forme d'essayer de faire des films. J'aime juste bien que ce soit clair, que les gens ils ne se plaignent pas de leurs contraintes, puisque finalement, on les choisit. Quand tu vas aller à la télévision, plus tu vas avoir de moyens, plus tu vas avoir de contraintes. À l'inverse, peut-être plus tu t'en éloignes et le plus tu cherches à être libre dans ta création, peut-être le moins tu auras de budget. C'est pas aussi simple, mais l'idée elle est quand même un peu là. Donc, est-ce que tu vas vouloir sur ce prochain projet être dans la créativité la plus totale, être libre dans ton geste, et ça va t'envoyer vers certains endroits, certaines diffusions, et donc du coup certaines échelles de production, ou est-ce que tu es prêt à faire des compromis, que tu comprends les contraintes des cases, et que ce projet tu veux qu'il rentre, qu'il s'inscrive dans cette démarche, et au moins tu veux, pour toucher plus de spectateurs, ou pour avoir plus de moyens pour ton film, aller chercher des cases de télévision. Et dans le cas où effectivement on ne pense pas case télé, comme tu l'as dit, quelles sont les autres options ? Je suis pas la personne la mieux placée pour parler des alternatives, puisque moi-même, je me retrouve assez naturellement dans les cases de télévision. Déjà parce que je suis dans des domaines, la science, l'animalier, où historiquement, il y a toujours un petit peu de place à la télévision. Ça dépend, il y a des modes, mais globalement, c'est des cases qu'on va retrouver, comme l'histoire ou société. Je vais assez rarement chercher des formes perchées, puisque moi, je me reconnais bien dans l'aspect
connaissance et qu'est-ce que le spectateur vient chercher à la télévision dans un documentaire. Il y a encore une étude du CNC récemment et elle dit ça, le spectateur de documentaire va pas à la télé pour voir de la créativité, de la poésie et surtout il y va pas dans la définition du documentaire, le point de vue du réalisateur, tout ça il s'en fout. Je pense que quelque part le spectateur de documentaire en télévision ne fait même pas la différence avec un reportage et ça c'est un problème du CNC, c'est pas un problème du spectateur. Et moi, réalisateur, comment je m'inscris là-dedans, j'ai aucun problème avec le fait que des films soient axés sur la connaissance ou la découverte. Puisque moi-même, j'en ai consommé, j'en consomme encore, et j'aime beaucoup en faire. Est-ce que, juste pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément connaissance de la différence entre un reportage et un documentaire, est-ce que tu pourrais l'expliquer ? Moi, j'ai ma définition qui sépare le reportage et le documentaire, mais c'est pas celle du CNC, c'est pas celle de la SCAM, c'est pas celle de l'USAS. Chacun a la sienne. C'est une définition qui est artificielle, qui a été créée pour séparer qui a le droit aux aides du cinéma et qui n'a pas le droit d'aide au cinéma. Mais je veux pas rentrer dans ce jeu-là, parce qu'il y a des gens dont c'est le rôle de définir sur ces frontières, et moi je ne peux que les constater, même si j'ai ma propre définition. Et juste pour donner la précision, tu as parlé de l'USAS, est-ce que tu peux donner juste plus de précision sur ce que ça représente ? L'USAS pour moi c'est, je dis ça pour regrouper un peu souvent le type de documentaire où finalement choisir la façon de traiter son sujet. Donc, quand on passe du projet, que le réal soit prépondérant dans les choix de forme, tout ça prend le dessus sur les autres considérations. Et c'est une forme... moi, je dis l'USAS parce que c'est là où il y a le festival Les États Généraux du documentaire. Qui est un festival documentaire. Qui est un festival en Ardèche. De documentaire en Ardèche chaque été. Et c'est là où, finalement, moi, mes films ne vont pas. C'est là où il y a une volonté de recherche formelle qui dépasse la volonté de plaire à un certain public ou à un certain nombre de spectateurs. Je vais le définir comme ça. Si on revient du coup à l'aspect dossier, quelles sont les questions qu'on doit se poser sur le fond et quelles sont les questions qu'on doit se poser sur la forme ? Je pense que le film, tant qu'il est dans nos têtes et que c'est un projet, il a toutes les formes possibles et on est très à l'aise avec ça. Je crois que c'est même pas une question de flemme, c'est juste que quelque part, tant qu'il est dans notre tête, il est dans son petit cocon, il est tout mignon ce film et on le heurte pas à la réalité, donc on le protège. Si à un moment on veut vraiment le faire, il va falloir choisir des formes pour ce film, choisir ses limites et donc renoncer à beaucoup de choses. Et c'est le moment où ça devient réel et en plus, si on veut travailler avec d'autres gens. Donc en plus, ce petit projet-là, on va le confronter au regard d'autres personnes, à la critique et surtout, il va ressortir peut-être un petit peu abîmé de tout ça et on veut pas qu'il ressorte abîmé. On veut qu'il reste dans nos têtes tout doux dans son petit cocon. Donc je crois vraiment quand on part à l'écriture du dossier, c'est qu'on est prêt à en faire un beau petit projet bien fort, qui marche bien, qui fonctionne bien, dont les choix sont logiques et justifiés pour le réalisateur, et qu'on sait où on veut l'emmener, en fait. Et on l'a préparé pour ça. Voilà, c'est une petite créature, en fait. Et cette créature, on va aller l'élever avec un producteur et même un diffuseur dans ce qui devrait être un triangle, et où chacun va pouvoir un peu donner ses idées et ses forces au petit projet toujours. Et ça implique chez le réalisateur de s'enlever une certaine part d'ego et de se dire qu'il ne sera pas monoparental sur cette créature, qu'il va devoir en partager l'éducation. C'est là où on en vient à l'idée que choisir son producteur, c'est vraiment choisir quelqu'un avec qui on va partager pendant quelques années l'éducation d'un petit projet, un petit enfant en fait. Si on revient sur la question de fond et de forme, et ben effectivement, tant que c'est dans notre tête, ce projet c'est un fantasme et il est tout mignon. Maintenant, on va devoir lui appliquer ce qu'on fait au montage, en fait. Il faut faire des choix. À un moment, il faut rendre quelque chose, il faut avancer. Et donc, trancher sur la forme, il y a deux grandes façons. Soit se dire, quelle est la meilleure forme pour ce sujet tel que je le perçois moi, ou quelle est la meilleure forme sur ce sujet pour qu'il aille sur une case de télévision. Si on vise une case de télévision, finalement, on gagne un temps fou, parce qu'on sait déjà à quoi on veut, dans quel moule on veut le faire rentrer. À l'inverse, si on s'extrait des contraintes, on a l'impression qu'on est plus libre, mais l'infinité de choix, elle va persister plus longtemps et parfois traîner jusqu'au montage, et ce sera une souffrance. Il faudra quand même de toute façon à un moment faire des choix. Alors du coup, si on prend l'exemple de ton film sur le musher en Alaska, et qu'on fait un peu le listing de le fond c'est quoi de ce film, comment tu pourrais le résumer ? Le fond, c'est juste un musher adopte un chien de traîneau, il l'intègre à sa meute, et ensemble, ils vont aller participer à une grande course de chiens de traîneau au Canada en plein hiver. Ok. Et donc, de fait, dans la forme, il ressemble à quoi ? Dans la forme, déjà, c'est une aventure. Ce qui va être intéressant, c'est d'être assez proche
donc en immersion avec ce musher, de le voir s'entraîner, de voir se préparer. Et pour ça, dans un dispositif assez léger, puisqu'on imagine bien qu'on ne va pas ramener au milieu de la banquise une équipe de 50 personnes et 4 grues. Donc on est sur des dispositifs très légers, où on peut tourner à 1 ou à 2. On a effectivement, sur certaines cases, envie de montrer les paysages. Donc il va y avoir un peu de drone, on va les mettre en avant, ces grands espaces, ce silence, ces rencontres avec les animaux sauvages. Et déjà là, en disant ça, on perçoit déjà 80-90% du film. Finalement, c'est assez rapide. On voit tout de suite à quoi le film ressemble, alors qu'on est dans un podcast et je l'ai juste décrit avec quelques mots. Comme quoi, c'est possible. Et après, on va aller chercher les petites nuances. Est-ce qu'on met des personnages secondaires ? La femme du musher, le mentor du musher, les autres mushers, quelle vision ils ont de ça ? On peut s'amuser à faire du chien un personnage ou pas, en fonction de si on arrive à faire un arc sympathique. Voilà, donc les petites différences qu'on peut greffer. Et puis après, on joue encore sur est-ce qu'on va mettre une voix off qui va donner un peu les transitions entre les séquences, remettre un peu les enjeux, ou est-ce qu'on compte sur son personnage pour le faire lui-même en cinéma un peu direct, ou le personnage qui vient refaire a posteriori la voix off pour porter la narration du film. Tout est possible, donc voilà. Déjà 3 petits choix sur lesquels il va falloir trancher. Mais chacun a leurs avantages et chacun leurs inconvénients. Et du coup, sur ces choix, c'est notamment motivé par la case de diffusion où le film peut être. Donc, en l'occurrence, sur ton projet, d'ailleurs, peut-être que tu peux en partager l'expérience. Au début, à quelle chaîne pensais-tu ? En tout cas, la relation que tu as pu avoir avec ton producteur et toi a amené à quel type de réflexion ? Et en fonction de à qui tu t'adresses, comment le champ lexical ou le résumé de ton film a pu s'adapter à la case ? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, donc c'était il y a quelques années. Et on se dit, avec mon producteur, on identifie qu'il y a en haut de notre recherche France 5 qui collerait bien. Si ça marche pas, il y a RMC qui serait peut-être preneur de ce genre de choses, puisqu'il y a quand même des notions d'aventure et d'enjeu. Et en troisième choix, si jamais on n'a pas réussi les 2 premiers, France 3 Régions, qui a un budget plus faible, très très limite pour partir au Canada. Mais l'ancrage local du musher permettrait de défendre aussi cette vision un peu régionaliste. Donc voilà, on a choisi d'adapter dans une première écriture aux exigences de la chaîne France 5, qui était peut-être plus animaux, grands espaces. Ensuite, ça a été RMC, sur lequel on a mis l'accent plus sur l'aventure, les enjeux, les petites brûlures, les gelures, le risque de se retrouver de nuit au milieu de nulle part, à pas savoir comment on va ramener son traîneau jusqu'à la civilisation. Et puis après, finalement, France 3, où on a mis un petit ancrage régional. C'est pas des grands switches à faire, finalement, il faut pas réécrire tout le dossier. C'est un peu plus par saupoudrage qu'on va venir mettre un peu plus l'accent sur l'un ou sur l'autre film. Après, c'est aussi une discussion réalisateur-producteur. Est-ce qu'on est à l'aise avec ces 3 formes de films différentes ? Est-ce qu'on est prêt à faire l'aventure pour ces 3 films ? Il y a aussi peut-être des formes sur lesquelles je serais pas allé parce que j'aurais pas été à l'aise et ça aurait pas été mes façons, soit de respecter mon personnage, soit de parler du projet. Et la question ne s'est pas posée, mais ça arrive. Si on résume ce film, est-ce qu'il y a une façon d'écrire, une formule type dont on pourrait se servir pour résumer ton film en l'occurrence ? Quels outils tu mets en place pour créer en quelques lignes l'envie de... Je pense que ce qui est important déjà, c'est de se débarrasser d'un truc qui est assez lourdingue en France, qui est le style littéraire qu'on imagine, très pompeux avec plein de virgules. Pour revenir à un dossier plus factuel, qui décrit l'image en fait, qui décrit ce qui va se passer et qui apporte des réponses au lecteur, qu'il soit producteur ou diffuseur. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce film en fait ? Qu'est-ce que je vais voir ? Donc se débarrasser de cette lourdeur, sauf si vraiment le film réclame un style très très particulier, un ton ou un comédien quand on imagine déjà le phrasé de voix off. Globalement, on va essayer d'avoir quelque chose, je dirais pas de plus lisse, mais je dirais de plus précis en fait. On a l'art de se rendre des phrases très 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 complexes pour dire des choses très simples. Pour moi, le dossier, c'est revenir à des phrases très simples, parce que je m'adresse à un professionnel qui a déjà lu 1000 dossiers, qui a déjà vu 1000 films, donc si je lui dis les bons mots, ça va tilter de la bonne façon dans sa tête. Et au moins, l'échange sera clair entre lui et moi, on veut faire le même film. Plutôt que de laisser des énormes zones de flou par des phrases qui sont trop vagues, par des volontés qui sont trop imprécises, et que finalement, ces zones de flou, elles nous rattrapent avec le diffuseur et le producteur quand à la fin au montage, en fait, on n'avait tous pas vu le même film. Ça peut être très dangereux. Il y a des grandes façons très pragmatiques de construire des résumés de 5 lignes issus du monde de la fiction. Les gens ne veulent pas y aller, les gens ils y vont à reculons, mais à 90% du temps, voire plus,
elle marche et elle fonctionne mieux que le résumé qu'ils avaient pondu. Mais elles invitent tellement à se débarrasser d'une certaine couche d'ego et de recul par rapport à ce qu'on écrit que les gens, ils ont peur d'y aller finalement. C'est dommage. En gros, il y a des grandes formes d'histoire qui existent depuis des millénaires, depuis les Grecs et même avant, et qui marchent. Et les neurosciences étudient ça très bien, on est très sensible à certaines formes d'histoire. Donc dès qu'on met le spectateur sur les rails, il suit. Alors attention, ça veut pas dire qu'il n'a pas son libre arbitre, toutes ces choses-là, mais finalement on vient chercher une histoire, tout le monde est d'accord avec ça. Ça peut être plus ou moins un divertissement, ça peut être plus ou moins pris par la main, ça peut être plus ou moins intellectualisé. Mais à la fin, si on fait un documentaire et pas une autre forme, pour moi, c'est qu'on veut raconter une histoire. Et si on en revient à l'histoire, il y a des façons très efficaces de faire des résumés de 5 lignes sur à peu près tous les types d'histoires. Et je pense qu'en France, on a du mal à y aller parce qu'on a l'impression que si on fait ça, on fait du marketing de son projet, voire même peut-être en train déjà de le prostituer un peu l'idée. On le rend trop accessible. Nous, on aime bien être intellectuel en France. On aime bien que ce soit un peu élitiste finalement. Donc on aime montrer qu'on est au-dessus de la masse. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre cette histoire accessible au plus grand nombre possible en fait. Et que ton constat personnel, c'est que pour aussi avoir suscité l'intérêt d'un producteur, c'est qu'il vaut mieux aller vers quelque chose de simple au fond. Le producteur et le diffuseur, pour moi, c'est avant tout des spectateurs. Et ils vont lire le dossier en se projetant le film et en se demandant si ça leur a plu. Donc il faut aller vers un producteur à qui ce genre de film plaît et un diffuseur à qui ce genre de film plaît. Mais allons-y, mettons en route la machine et projetons-leur le film. Et on se met ensuite d'accord sur est-ce que ce film a une chance quelque part. Donc du coup, on a parlé du résumé. Si on s'attarde un peu plus sur la note d'intention, globalement, quels sont les gros points qui doivent apparaître dedans selon toi ? Ça m'a mis bien longtemps de comprendre la note d'intention. Je trouve que c'est vraiment la partie avec laquelle j'ai le plus de mal. Et encore plus de temps à savoir l'expliquer à d'autres. Et je pense que c'est encore une grande zone de flou dans le documentaire. Il y en a tellement des différentes. Je crois que si on devait résumer en un seul geste, c'est il y a déjà des millions de chansons d'amour. Et je vais encore vous pondre une chanson d'amour. Mais pourquoi elle est différente ? C'est la mienne. C'est en revenir à ça en fait. C'est je vais devoir prendre 1 million de décisions pour réaliser mon film, mais je vous donne un peu un aperçu de la personne qui est aux manettes et qui prendra les décisions. Parce que je comprends que vous ayez envie d'en voir un peu plus, vous avez envie de connaître la personne, vous lecteur, qui prendra toutes ces décisions que vous ne serez pas là pour prendre. Le producteur ne sera pas là partout pour prendre toutes les décisions, la chaîne ne sera pas là partout pour prendre les décisions. Et à un moment, on a besoin de connaître un peu plus la personne à qui on va donner un budget, tout simplement, et donner le soin d'élever cet enfant. Donc c'est un peu raconte-moi qui tu es et je te dirai quel film tu fais. C'est ça qu'on vient chercher dans la note d'intention. Donc pourquoi moi ? Pourquoi moi ? La petite spécificité. Après, on peut développer. Pourquoi ce film il est actuel ? Pourquoi moi je vais le traiter d'une façon différente ? Comment je suis arrivé dans cette histoire ? Qu'est-ce qui fait que je fais sens et qu'elle fait sens pour moi à ce moment-là ? Et que je pense qu'elle fera sens à la télévision. Mais globalement, je suis pas dans des films où on laisse une énorme place au jeu du réalisateur et ça me va très bien. Je crois que c'est ma formule psychologique de me cacher un peu derrière mes personnages et derrière le réel pour raconter les histoires que je veux raconter. J'aurais beaucoup de mal à aller en fiction. Et j'aurais beaucoup de mal à aller dans des films très intimistes où il faut se livrer. Certains vont chercher ça dans un documentaire. C'est pas ce que moi je vais leur donner, donc je vais pas sur ce genre de case. Mais je suis aussi très content que d'autres le fassent et que des spectateurs s'y retrouvent. Donc la place du jeu dans la note d'intention et à quel point on se livre correspond déjà aussi un peu à quelle case, quelle diffusion on vise. Il y a des gens qui adorent avoir des tartines de jeu et des gens qui finalement vont dire c'est pas l'essentiel du film, que ce soit toi ou un autre qui finisse ce film à la fin, pour ce genre de case, c'est pas très important. Passons un peu la note d'intention, c'est surtout ton savoir-faire, ta gestion de projet et ta créativité sur les plans qui m'intéressent, mais peut-être moins le geste et les accidents de la vie qui t'ont amené à ce film. Donc globalement, pourquoi moi ? Et en même temps, je suppose qu'il y a des écueils à ça, en l'occurrence... moi, j'aime le cheval depuis que je suis toute petite. C'est quoi, selon toi ? Il y a des choses à éviter ? Pour moi, l'écueil d'une note d'intention, c'est commencer à parler de soi sur des choses qui font pas sens pour le film, en fait. C'est de faire de la biographie pour de la biographie et du remplissage pour du remplissage. Si certaines personnes, pour leur film, n'ont que 1 ou 2 grands points à développer dans la note d'intention, ça me va. Ça veut pas dire que le film sera mauvais. C'est juste que le rôle du réalisateur dans ce film-là, il est peut-être pas si prépondérant et qu'il a très envie de se mettre en retrait de ses personnages. Et très bien. Faut juste être sûr
Ces 2 passages de notre attention nous garantissent juste qu'il ira au bout de son film parce qu'il est motivé et qu'il est impliqué dans ce film, même s'il se met en retrait. Je crois vraiment que la note d'intention, elle prend toute sa place dans le dossier, elle est importante, et elle est importante dans sa cohérence. Si elle commence à prendre le pas sur le dossier et qu'elle est en contradiction avec les autres parties, ça marche pas en fait. Donc dans un film où c'est le geste qui va être super important, dans un film où c'est le moment de la vie du réalisateur qui prend vraiment beaucoup de place dans le film, c'est normal qu'elle prenne beaucoup de place dans le dossier. Si à l'inverse, le geste du réalisateur, sa position, ce qu'il a amené ici prend peu de place dans le film, c'est normal qu'elle prenne peu de place dans le dossier. Moi, c'est juste tout ce que je veux voir. Je veux voir une note d'intention cohérente avec l'ensemble du projet. Moi, j'ai eu un retour d'un producteur sur un des films que je présentais, vu qu'il fallait venir avec un projet de film ici, où on m'a dit, en fait, dans ma note d'intention, une critique que j'ai pu recevoir a été j'ai besoin de savoir pourquoi toi particulièrement, parce qu'en fait, sur la façon dont je lis ton dossier, tu me parais être interchangeable, en fait. Donc, de fait, est-ce qu'il faut aussi assumer qu'il y a des sujets sur lesquels, en fait, tu peux être complètement interchangeable, surtout en tant que jeune réal, je suppose aussi. Quel est ton point de vue là-dessus, en fait ? C'est pas une question de jeune réal ou pas, c'est une question de professionnalisme. Il y a des cases, il y a des genres et des styles de films où le réalisateur, il est remplaçable, et c'est tant mieux, parce qu'on est tous des... C'est pas parce qu'il est remplaçable, c'est nul. C'est parce qu'on est tous des bons professionnels qui sauront reprendre le projet de quelqu'un et continuer de le mener à bien dans la même idée de note de réalisation et à bien répondre à la question, à la demande de la case. Et ça, c'est pas un problème pour moi. C'est juste qu'on est entre professionnels et ça se fait ailleurs, en fait. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de voir des films très identifiés, très individualisés, très personnels, c'est normal que la note d'intention aille beaucoup plus loin dans qui tu es toi et pourquoi tu fais ce film. Est-ce qu'elle est vraiment cohérente avec le reste du projet ? Est-ce qu'elle me donne envie de faire ce film ? Est-ce que cette personne me donne envie de continuer à lire le dossier ? Et est-ce qu'elle me donne un peu plus des éléments sur, finalement, en toile de fond, à quoi va ressembler le film à la fin ? Tout à l'heure, tu as parlé de... Est-ce que cette personne est capable de réaliser le film ? Est-ce que tu peux en dire un peu plus à ce sujet ? Parce que est-ce que c'est un accès au personnage ? Est-ce que c'est une compétence parce qu'on fait un film animalier ? De quoi ça parle ? Je pense que le producteur, c'est une des questions qui se pose. Est-ce que l'auteur-réalisateur qui est en face de moi, ça va pas être juste un auteur ? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des gens plus expérimentés ? Il y a une peur du jeune réalisateur qui manque d'expérience, parce que je comprends maintenant à 40 ans que c'est un métier qui se fait avec beaucoup d'erreurs et qu'on apprend de ses erreurs. Je pense qu'effectivement, le jeune réalisateur, si on l'accompagne pas, on l'envoie au carton. Donc c'est d'avoir des gens qui trouvent dans la profession le temps et l'énergie supplémentaires, parce qu'il n'aura pas plus de moyens, de se poser dans un rôle un peu de tuteur ou d'encadrant. Et surtout, voilà, la chaîne et le producteur vont considérer est-ce que cette personne est capable d'aller au bout. Donc si vous proposez Avatar, mais que vous avez 18 ans et que vous sortez de l'école, bon, on a des histoires comme ça avec Louis Malle et avec Spielberg, mais c'est très 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 rare. Globalement, la plupart d'entre nous, on va devoir faire nos preuves. Et cette faisabilité, elle va être aussi, au-delà du réel, technique. Est-ce que c'est faisable avec le budget que je vais avoir ? Le producteur, c'est la première chose qu'il se demande. Ça a l'air super ce film, mais est-ce que je sais le produire ? Est-ce que je vais trouver, en face des besoins du film, l'argent qui va répondre et qui va permettre de le faire ? Donc ces questions de faisabilité, c'est pas une critique de ce qu'est le film et de la proposition. C'est juste de dire, ah, tiens, en ce moment, et avec ce qui est aujourd'hui accessible comme budget, je ne sais pas faire ce film. Ça veut pas dire qu'il est nul. Ça veut dire qu'il n'est pas faisable. Ou qu'il n'est pas faisable, en tout cas, pour ce producteur, et que peut-être on n'a pas sollicité le bon producteur non plus. Peut-être que 4 ans après, il est faisable parce que les financements affluent vers ce type de film, ou qu'une case se crée, ou qu'il y a des aides qui apparaissent pour ça, ou qu'à l'inverse, dans la vie du film, les personnages, les réalisateurs, quelque chose rend le film beaucoup plus faisable d'un coup. Mais ça, c'est la grande vie des films. Il y a des questions de timing qu'on maîtrise pas, en fait. Il faut accepter qu'on maîtrise pas tout. Dur de voir un film qu'on a proposé il y a quelques années qui se fait finalement par quelqu'un d'autre. Ou à l'inverse, qu'on arrive un poil trop tard sur un projet et qu'il est déjà fait ailleurs. Ou que finalement, on a proposé des trucs jeunes qui étaient trop ambitieux et qu'on n'était pas en position de les réaliser, en fait. Tout ce qui est au-delà des compétences de l'auteur-réalisateur, qui est juste bien connaître son environnement de travail, son écosystème, bien connaître le fonctionnement des producteurs, des chaînes, et se dire, au fait, je suis en train de travailler sur un projet, je suis en train d'y passer du temps, mais est-ce que j'ai une chance vraiment de lui donner qui voit le jour, quoi. Et on a tous fait, je pense, beaucoup de jeunes auteurs, réalisateurs isolés, de pousser des projets où finalement
d'un point de vue extérieur, on n'avait déjà aucune chance de les faire. Et juste, on n'avait personne pour nous le dire et qu'on s'en rendait pas compte. Ok. Concernant la note de réal, est-ce que tu pourrais expliquer un peu les gros points qui la caractérisent ? La note de réal, elle donne les clés pour qu'on puisse lire le projet et se le projeter dans la tête. Si j'ai dit dans la note de réal que mon film sera principalement des archives entrecoupées d'interviews et avec quelques animations, et je dis au pif, et ben en fait, quand le lecteur va s'emparer du synopsis, du traitement séquencier, ce qu'on veut, il va le lire avec ces clés-là en tête. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour lui de le comprendre. L'intérêt, c'est de retrouver dans le séquencier les grands éléments qu'on a défendus dans la note de réal. C'est le moment où je dis, je fais des choix sur une façon de filmer, sur un dispositif que je pense être le bon pour le film, et qui vont me permettre de mener l'histoire à bout, et qui sont, je sais pas, agréables pour le spectateur, en tout cas qui collent à la case ou pas. C'est le moment où le réalisateur prend la main sur le film et dit, voilà les choix formels, les choix dispositifs, les choix techniques que je vais mettre en place pour que cette histoire, elle soit bien filmée et qu'elle corresponde à ce que je voulais en faire. Est-ce qu'on peut dire que la note d'intention, c'est le fond, et la note de réal, c'est la forme ? Non. Le note d'intention, c'est pourquoi je fais ce film, c'est l'énergie du geste. La note de réal, c'est quelle forme je vais choisir, et le fond, on va le retrouver dans le synopsis séquencier. Ok. Donc en fait, le dossier se résume en partie 1 résumé, partie 2 note d'intention, partie 3 note de réalisation, partie 4 séquencier. C'est les éléments minimums, avec le titre, avec les contacts pour nous joindre si on tombe sur le dossier. Certains voudront y greffer d'autres choses. Il faudra effectivement des visuels, déjà des photos. Il faudra peut-être, pour certains, un teaser, qui va être le pendant visuel. Si on a un personnage principal qui parle pendant 52 minutes, c'est normal que le producteur et le diffuseur aient un peu envie de voir sa tête et comment il réagit aux événements. On va avoir petit à petit des parties qui vont venir se greffer pour en devenir un dossier qui est prêt à partir aux chaînes, la note du producteur, une fois qu'il sera dit, moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce film et comment je pense le faire, qu'est-ce que j'apporte. Il peut y avoir déjà un petit plan de financement quand on va aller voir la chaîne en disant, voilà les sous qu'on espère ou qu'on pense pouvoir concrètement aller chercher pour faire le film. Mais dans la partie, qui nous intéresse en tant qu'auteurs, qui sont d'aller chercher un producteur, moi j'ai mis le focus là-dessus parce que la plupart des auteurs, le problème c'est la première barrière, c'est d'aller chercher un producteur, si possible bon pour son projet. On a besoin vraiment que de ces parties-là, effectivement. Du coup, si je résume, je suis autrice-réalisatrice, j'ai un super projet, j'ai mis le focus sur un producteur en particulier, je souhaite lui envoyer mon dossier. Selon toi, ce dossier devrait faire combien de pages à la louche ? Pour moi, 5-6 pages, si tout est clair dedans, ça suffit. Dans ce premier contact, on a pris l'initiative de lui envoyer le dossier. Le dossier donc fait résumé, note d'intention, note de réal, séquencier, 5-6 pages, pouf, première version d'envoi, et ça crée le premier contact. Oui, parce que si tu as bien travaillé, ces 5-6 pages sont claires, elles disent tout, elles disent au producteur où est le film sur la carte des films, elles disent au producteur à peu près en gros combien il va coûter, et lui il doit tout de suite rapidement pouvoir mettre en place une stratégie. Face à ce genre de film, je vais aller essayer de le vendre à ce genre de guichet en fait. Et c'est un professionnel qui va lire énormément de dossiers. Donc le plus il a ces informations de façon ludique et de façon précise, le plus il est content en fait. Il n'a pas envie de lire 4 fois la même info répartie tout au long du dossier. Il n'a pas envie de lire des annexes de 25 pages. On y viendra plus tard si vraiment il y a des choses à soulever, mais il faut dire que c'est que le début et qu'ensuite on aura des rencontres avec le producteur pour clarifier certains points. Mais rien de pire que les dossiers de remplissage qui font des plombes pour que les informations vraiment importantes et principales soient cachées, parfois même tout à la fin. Et ça, c'est des grandes erreurs qu'on a tous fait et qu'on voit encore dans certains dossiers. Je dis erreur parce que je pense qu'effectivement, ça empêche de toucher la cible. Moi, je suis pas là pour juger des choix de réalisation des gens. Chacun est un bon réalisateur, je considère, et fait les choix qu'il l'intéresse de faire pour son film. J'impacte peu les notes de réalisation. Ce qui m'embête, c'est de voir des dossiers qui diluent l'information, qui sont pas cohérents et qui vont pas toucher le producteur parce que il y a un petit manque de travail, un petit manque de connaissances sur ce qu'il faut mettre dans un dossier. Il faut dire que ces ressources n'existaient pas ou n'existent peu. On nous montre plein d'exemples sur Internet de dossiers. C'est très dur de comprendre ce qu'a voulu faire chaque personne dedans. On est dans le mode de l'artisanat. Le contrat d'option vient là un peu et dire ok, on met tous les mêmes parties et on essaye de tous donner les mêmes informations. Mais je connais pas d'école de cinéma
qui forme à comment remplir un dossier pour aller chercher un producteur, en fait. C'est toutes des informations qu'on a glanées après, quand on commence sa carrière et qu'on galère, en fait. C'est pas... Il y a quelques livres qui traitent d'une certaine façon un peu proche, oui ou non. Mais finalement, à part les quelques formations qui existent en France là-dessus, ces infos, l'auteur, il les a pas. Ou alors, il en fait au début de son expérience Ouais, où il trouve un producteur qui a le temps et qui veut bien le former à ça, à qu'est-ce que moi j'aimerais que tu m'écrives. Globalement, ils n'ont pas le temps de faire ça. Si on revient juste sur le dossier, on a évoqué le séquencier. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui serait pertinent selon toi? Donc un séquencier, ça présente des séquences. Et de fait, pour toi, une séquence d'ailleurs, c'est quoi? Et comment ça peut se décrire? À titre personnel, j'écris des séquenciers parce que l'ensemble des films que je fais se porte assez bien à des découpages en séquences. Et c'est une bonne façon pour moi de dire on change de lieu, on change de personnage, d'aérer tout ça. J'ai pas de problème avec les quelconques formes qu'on choisisse pour raconter ce qu'il va y avoir dans le film. Il y a un moment, le dossier, on tourne autour, ça va être filmé comme ça, c'est pourquoi ça que je fais ce film, j'ai un titre et tout. Je vous ai dit un petit peu dans le résumé ce qu'il allait y avoir, mais à un moment, il faut rentrer dans le vif du sujet, le film va ressembler à ça. C'est pas juste 30 secondes que je sais vous décrire très bien, je sais tenir 30 minutes, 52 minutes, 1h30 en fonction du format qu'on choisit. On peut faire toutes les longueurs quand on décrit son film. Quand on finit de signer un développement chez RT ou France 5, le dossier va faire 40, 50, 60 pages. On pourrait même s'amuser à un exercice de décrire un film totalement et de voir combien de pages de Word on remplit. On peut coucher un max d'informations sur le papier. La question, au moment d'aller chercher un producteur, elle n'est pas là. Elle est de dire, je maîtrise un peu l'ensemble de mon film. Donc je sais vous décrire mes 52 en 1, 2, 3 pages. Et ça suffit. Et surtout, la cohérence. Je sais décrire toutes les minutes de ce 52 de la même façon. Je sais pas super bien vous décrire 5 minutes, et après j'ai un grand trou là que je vous dis en une phrase. L'idée, c'est quand même d'être cohérent. L'idée, c'est de saupoudrer ce résumé d'une certaine longueur d'éléments visuels, qu'est-ce qu'on va voir, d'éléments sonores, qu'est-ce qu'on va entendre. Si c'est des gens qui parlent sur le vif ou des interviews, ben peut-être pas tout ce qu'ils vont dire, mais des petits extraits, des phrases intéressantes, comment ils s'expriment aussi. S'il y a des transitions, elles sont hyper importantes dans le film, je les mets. Si elles sont pas importantes, c'est peut-être pas le moment encore d'en parler. S'il y a une voix off dans le film, c'est peut-être bien d'avoir quelques passages où on sent ce que dit la voix off et avec quel ton elle va parler, mais pas mettre tout ce que va dire la voix off. Cet exercice, il est extrêmement complexe. Une des façons d'y arriver, je trouve, quand on est perdu, c'est de dire, si j'ai su résumer mon film en 1 ligne, et si j'ai su résumer mon film en 5 lignes, pourquoi je ne saurais pas résumer chaque séquence maintenant, en 1 ligne puis en 5 lignes? Dans cette séquence, le musher va aller adopter un chien de la SPA. Ça, c'est en 1 ligne. En 5 lignes, je vais rajouter un peu plus. Je vais peut-être dire le lieu, je vais peut-être parler un petit peu, très rapidement, des aboiements dans les cages, l'excitation qu'on sent, un chien qui attend dans sa cage, le regard entre les deux. Peut-être mon musher va me dire quelque chose. Tiens, il a une petite anecdote à citer ici. Hop, là, je suis passé à 5 lignes. Si je voulais passer à 40 lignes, j'irais encore plus loin. J'utiliserais encore plus d'extraits de ce qui serait sa parole à ce moment-là. J'utiliserai beaucoup plus de passages de voix off, s'il y a de la voix off dans le film, et des descriptions encore plus longues. Donc savoir adapter sa longueur de récit, tout en gardant un langage visuel, c'est complexe. Il faut s'entraîner, il faut le faire plusieurs fois. C'est des beaux exercices, mais c'est des exercices qui peuvent être un petit peu complexes. Tout ça pour dire aussi qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas une vision complète de son film. Si on n'a pas fait suffisamment de recherches, qu'elles soient bibliographiques, d'avoir visionné des films, d'avoir rencontré son personnage, d'avoir une idée à quoi ressemblent les lieux, on va pas pouvoir être précis dans cette écriture-là. On pourra encore faire la blague dans un résumé de 5 lignes quand on essaie de masquer les faiblesses du film. En tout cas, on a une idée de à quoi ça va ressembler, mais en 5 lignes, ça passe. Dès qu'on attaque le séquencier, il va bien falloir savoir ce qu'on veut dire dans chaque séquence. Et ça, c'est un travail qui est assez colossal. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile d'écrire un film dans son coin, sans deadline, sans contrainte, sans producteur qui vous aide et qui vous encourage. C'est parce qu'en fait, il y a quand même un travail. Pour arriver à 5 pages, il y a quand même un travail assez monstre. C'est-à-dire, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années d'accumulation d'infos, et même au moment où on passe à la rédaction, ça va vite être une semaine à passer à rédiger, à aller chercher la petite info qui manque, à trouver le bon résumé, tout ça. Donc c'est du temps qui est pas forcément payé. Il y a le contrat d'option qui arrive, ça c'est pas pour toutes les chaînes, toutes les cases. Bon,
Ce temps-là, pendant longtemps, ça a été le temps de l'auteur. C'était le risque que lui prenait sur son film. Et si le producteur ne vient pas l'aider dans ce risque, il ne prend pas son risque de producteur, il ne joue pas son rôle, et il laisse l'auteur galérer, réécrire, en disant « Oui, tu peux me le faire plus comme ça, je le voyais plus pour cette case ». Je trouve que ça, beaucoup d'auteurs l'ont vécu, et c'est assez sournois comme système, injuste. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on en parle. Si on explique un peu le process, c'est genre, c'est un super projet de film, du coup, j'initie un premier contact avec un producteur, donc j'ai fait ce dossier dont on a parlé de 5-6 pages, le producteur éprouve un intérêt pour ce film, et qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que, du coup, il peut y avoir une demande de réécriture ? Donc, toi, au vu de tes expériences, comment ça a pu se passer jusqu'à ce qu'on arrive à une chaîne est intéressée et on signe quelque chose qui arrive sur la phase d'après ? Je pense qu'il faut être clair avec tout le monde. Quand on part de sa propre idée, de son propre dossier, qu'on va chercher un producteur qui va ensuite aller chercher une chaîne, on a choisi la voie la plus dure pour porter un projet. Celle qui sera la plus longue, la plus coûteuse en énergie pour l'auteur-réalisateur. Parce qu'il y a plein d'autres façons de faire des films. Il y a des producteurs qui ont des idées de collection de 5 et ensuite ils vont aller chercher un réalisateur. Il y a des films qui sont des adaptations. Il y a des films qui font sens parce qu'il y a déjà une masse d'archives qui vous tombe dessus. En tout cas, l'idée d'aller vraiment creuser tout depuis le début en le portant par l'auteur réel, c'est le plus dur. Mais c'est aussi la meilleure façon de s'occuper quand on n'a rien à faire et qu'on est auteur-réalisateur. Donc on est censé être force de proposition. Il y a des grandes sociétés de production qui ont leur propre chargé de développement, leurs propres chercheurs, et finalement vont aller chercher le réal que quand le film est déjà prêt, quasiment vendu. Là, on oublie l'aspect auteur qui porte son propre projet. On est dans une totalement autre démarche. Une démarche beaucoup plus industrielle, quelque part. Qui répond parfois mieux à la demande des chaînes aussi. Elle sera plus proche, cette offre sera parfois plus proche des besoins des chaînes. Dur pour le réal, auteur, de très loin des chaînes, de proposer le bon projet au bon moment. Si quand même c'est notre volonté de travailler sur notre projet, d'aller chercher un producteur pour aller ensuite chercher un diffuseur. Ce qui peut se passer, une fois qu'on a réussi à toucher un producteur, c'est qu'il y ait des légères adaptations. Il va nous demander peut-être de réécrire dans une forme qu'il, lui, pense vendre. Et on tombe très vite dans se dire, ok, est-ce qu'on a été clair dans notre communication sur ce qu'il veut lui ? Est-ce qu'on a vu quelques films en commun où on s'inspire et on se dit, on veut aller dans cette direction ? Est-ce qu'on est d'accord déjà sur où on veut aller ? Le pire, c'est vraiment des producteurs qui demandent de réécrire, sans donner aux auteurs les armes de vers où ils veulent aller. Ils se positionnent un peu en démiurge qui vient picorer des sujets à droite à gauche en demandant de la réécriture pour la réécriture, mais finalement ne prennent pas de risques, ne mettent pas d'argent en face et ne proposent pas une stratégie claire de ce qu'ils veulent faire de tout ça. Je pense qu'il est important que l'auteur puisse demander au producteur quelle est sa stratégie, pour quelle case on écrit, est-ce qu'il a des exemples de dossiers déjà écrits pour cette case, est-ce qu'il lui-même travaille régulièrement avec cette case, est-ce qu'on a des chances en fait d'aller au bout. Il y a beaucoup de producteurs qui, parce que c'était pas le bon choix de producteur, enterrent aussi votre projet. Ce petit bébé, justement, que vous avez mis tant de temps à préparer dans votre coin et sur lequel vous avez mis tant d'enjeux. Donc, choisir le bon producteur et trouver la bonne façon d'y accéder et trouver de la disponibilité chez des gens qui en ont peu, c'est plus dur presque que d'écrire un projet, en fait. C'est ça qui est terrible. J'entends. Et c'est ce qu'on met aussi en avant dans cette formation, c'est que on passe peut-être la moitié du temps à donner la bonne boîte à outils pour écrire un projet, mais le pendant de ça, c'est de bien connaître l'environnement du producteur, de la chaîne, et de comment ce monde fonctionne, et des délais, et des montants, et des lignes éditoriales des cases. Finalement, tout ce travail-là, il est un peu... Si l'auteur veut être un professionnel, il doit le faire aussi. C'est pas juste écrire. D'un point de vue producteur, au vu de tes expériences, quelles demandes on a pu te faire justement pour modifier ton dossier, pour que, à leurs yeux, ça puisse être présentable à une chaîne ? Le producteur est censé savoir, dans le guichet vers lequel il se dirige, la chaîne et les chargés de programme, les directions de programme vers lesquelles il se dirige, qu'est-ce qui est attendu d'un dossier. Et une fois de plus, rien n'est gravé dans le marbre en France tant qu'on donne les bonnes informations. Et certains vont vouloir des choses très longues, d'autres des choses plus succinctes. Certains vont beaucoup s'appuyer sur un teaser, d'autres moins. Certains vont être dans la confiance et dans une relation tripartite assez égalitaire entre le réalisateur, le producteur et la chaîne. D'autres vont dans un rapport totalement hiérarchique où la chaîne dicte ses contraintes et il faut suivre derrière. Le producteur, il apporte quand même cette connaissance. Et si on l'a choisi, c'est bien parce que aussi, il va nous apporter ça.
Donc lui, sachant ce qui est nécessaire pour aller chercher le diffuseur qui vous intéresse, il va demander un peu plus de ci, un peu plus de ça. Mais c'est jamais la même chose. Et puis après, c'est des humains qui ont leur petit goût, qui aiment bien projeter un petit truc en plus dans le projet, qui aiment bien un certain type de musique, qui aiment bien un certain type de film, et ils vont peut-être venir aussi greffer ça au film. Et c'est là où commence aussi l'art de faire des compromis et de savoir si toi, auteur-réalisateur, c'est important pour toi de conserver ce choix formel, ou si effectivement ça n'empêche pas, tu avais envie de faire le film quand même, et qu'à un moment on fasse cette partie en animation ou cette partie en reconstitution n'est peut-être pas si grave pour toi. Est-ce que tu as d'autres conseils éventuellement à ajouter concernant la constitution du dossier ? Je pense qu'il y a un truc qui est essentiel, c'est que chaque passage du dossier, chaque phrase, chaque mot, on doit se demander s'il est là pour remplir un objectif ou s'il est là pour remplir du papier. Voilà. Et si on n'est pas capable de le faire soi-même, de s'entourer d'amis, de relecteurs, qui ont quand même une bonne connaissance du domaine et qui sont capables de dire là, t'es en train de passer 10 minutes sur un truc qui est hors du film en fait, où tu passes beaucoup de temps à m'expliquer un truc qui est un tout petit pourcentage du film, et par contre tu passes très peu de temps à m'expliquer des choses qui sont très importantes. Ou alors ton film on le voit pas. Tu m'as pas expliqué, tu m'as pas donné les clés qui permettent de comprendre de la façon dont il va être fait. Voilà, moi je suis pas pour... Je suis assez feignant, j'aime bien écrire de façon assez précise, claire. Donc, finalement c'est quasiment utiliser le minimum de mots pour faire passer le maximum d'idées. Non, c'est mal formulé parce qu'on voudrait croire qu'après on veut être trop... C'est utiliser pile le bon nombre de mots qu'il faut pour que ça ressemble déjà au film, en fait. La grande règle, elle est là. On peut pas faire mieux sur le dossier que d'avoir donné les armes au lecteur de comprendre le film et de voir le film. Si chaque partie qu'on fait, si chaque phrase qu'on tourne, elle répond à ça, elle donne un peu envie, elle décrit le film, elle rassure sur nos compétences à le faire, c'est qu'on est dans le vrai. Qu'est-ce qui a pu t'aider, toi, dans la constitution de tes dossiers ? Alors, tu as évoqué effectivement le fait d'avoir le privilège, entre guillemets, enfin, la connaissance d'un réseau professionnel qui peut être relecteur. Outre ça, est-ce qu'il y a des références ? C'est venu après, ça. Ouais. Je suis plus relecteur que ce qu'on m'a relu. Hein. Ok. Non. Tant mieux pour les autres. Ouais, tant mieux pour les autres. Non. Ce qui m'a aidé... Moi, je suis un pragmatique, je suis comme toi, tu vois, t'as envie de savoir comment on fait des docs, tu fais un podcast... Moi, j'ai envie de savoir comment on fait des docs. Je me fais mes théories dans mon coin, en fait, et ça en devient une formation. Mais je suis allé chercher dans les livres de fiction. Comment on applique tout le monde de la fiction au documentaire, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as des rêves, du coup, de bouquins de fiction, fiction, j'ai des rêves de bouquins. Mais les bons livres de vulgarisation de comment écrire un scénario de fiction, je pense qu'un auteur de documentaire, faut qu'il ait au moins lu un tous les 5 ans, tu vois. C'est pas tant de suivre les 22 steps de l'un ou l'anatomie of story de l'autre. Ça rentrera jamais dans le doc. C'est savoir reconnaître dans les éléments du réel ce qui est des bons éléments de récit et ce qui va faire une bonne histoire. Et ça, c'est notre rôle. Je trouve que c'est notre rôle de réalisateur. Voilà. De documentaire, c'est savoir raconter une bonne histoire, mais avec du réel. Ensuite, les autres trucs qui m'ont aidé, quelques livres en anglais, notamment Documentary Storytelling, qui donne des petites recettes de quand on se pose justement des questions d'entonnoir et de notes de réalisation, qui montrent d'autres films et comment ils ont été faits. Ce qui m'a aidé, c'est de bouffer pas mal de films, en fait, d'en regarder, même si c'était pas toujours très bien, lire les dossiers des autres et voir si moi j'arrive à me projeter dedans. Un gros déclencheur, c'est quand je me suis formé au pitch avec Claire Dixot, aux Escales. C'est arrivé suffisamment tôt dans ma carrière pour que ce soit un bon rebond. C'est comprendre qu'en fait, il fallait que je fasse un petit effort de marketer mon projet et que c'était pas le prostituer. C'était juste donner envie aux gens de voir la suite, comme on veut donner aux spectateurs envie de voir son film, en fait. Et c'était juste donner à quelqu'un qui attendait les bonnes informations, qui est capable de les recevoir, juste lui donner dans le bon ordre et de la bonne façon, en fait. Et ça m'a vraiment changé ma façon de réfléchir, en fait. Je suis passé de quelqu'un très attaché au message, trop collé au contenu tout le temps, le contenu, et avoir vraiment le projet dans une sorte d'ensemble, en fait. Pourquoi on fait ça? Et ensuite, je suis allé peaufiner ça, voilà, dans chaque petit livre, j'essaye. Je suis un peu monomaniaque, beaucoup de choses me ramènent à mon travail, en fait, et je vais chercher dans plein de petits livres, plein de petites expériences. Tiens, qu'est-ce que je peux en tirer pour mieux réaliser un docu, ou mieux écrire un docu, ou faire un dossier plus pertinent, en fait.
Le projet documentaire que je porte en ce moment, je viens de perdre mon protagoniste principal. Je viens de perdre son consentement. Ce qui m'amène à une réflexion, effectivement, sur... en tant qu'auteur, on passe déjà beaucoup de temps à réfléchir à un projet, à se dire, c'est bon, j'ai toute la matière, maintenant je peux pondre un dossier pour mon projet, et de se rendre compte que le réel étant le réel, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et du coup, sachant ça, et au vu de ton expérience, est-ce qu'il y a des choix de films où tu dis... Enfin, il y a des questionnements que tu te poses pour faire tes choix de films et que même s'il y a des sujets qui t'intéressent fortement, tu sais que c'est pas possible ou que c'est pas faisable. Ça pose toujours finalement déjà pour toi la question de la faisabilité du film. Une fois qu'on est passé du côté obscur de la force et que j'en discutais avec Thierry Béraud, on est pareil, on croise une affiche dans la rue, on se demande si ça fait 52, 26, si c'est pour France 3 ou RT, et on se demande si le film il sera fait dans les 6 mois, dans les 1 an ou pas. Une fois qu'on passe de ce côté obscur de bien connaître son environnement de travail, on tranche beaucoup plus vite aussi. Et on se dit, j'ai plus envie de perdre 6 mois à écrire un dossier dans mon coin où je serai pas payé et finalement le film se fera pas. C'est peut-être que mon problème aujourd'hui, c'est d'avoir cette machine à trancher qui est un peu trop acerbe et aiguisée. Il faut que j'apprenne à m'en détacher aussi. Et je le fais sur certains films ailleurs. J'ai d'autres espaces de création où j'ai moins de contraintes. Pour en revenir à ta question, la faisabilité, elle est principale en documentaire. Que ce soit l'accès qu'on aura à ces personnages et que d'autres n'auront pas. Le fait, moi je viens de l'animalier, tout simplement. Est-ce que l'animal il est filmable ? Est-ce qu'il en reste suffisamment ? Est-ce que si j'y vais passer une journée, je vais le voir ? Ou est-ce qu'il faut que je passe 1 mois à essayer d'attendre à l'affût que la cigogne bleue à pois rouge s'accouple avec... voilà. Ça, c'est des grosses questions. Et être professionnel, c'est se les poser avec la tête bien claire. Est-ce que finalement, ce film est faisable ? Et un des problèmes majeurs aujourd'hui, quand on travaille avec les chaînes de télévision, c'est les délais de lecture des producteurs, puis les délais de lecture des chaînes. Donc j'ai beaucoup d'amis qui viennent « Ah, j'ai super ce projet, Paul, tu peux me le lire, regarde, c'est une expé, on part dans 3 mois. » Ça allume déjà une grosse lampe rouge. Qui es-tu capable de trouver comme producteur et chaîne dans les 3 mois qui donnera un accord clair et net sur le fait que ce film est financé et tu auras des sous pour ton expé ? C'est quasiment impossible en fait. Donc il y a toute une gamme de sujets qui passent pour moi directement dans les non traitables parce qu'ils sont trop à court terme. Et d'autres, ils seront trop à long terme. Attention, ce sujet est bien, mais pour pouvoir trancher, on a besoin de savoir que ça. Et cette information, on l'aura que dans 5 ans. Typiquement, filmer la pousse d'une forêt sur 10 ans, c'est dur de rendre ça compatible avec une case qui va d'abord mettre 1 an à 2 ans à répondre, peut-être, mais ensuite voudra le film dans l'année suivante. Donc en fait, je sais que j'ai 3 ans. Eh ben, c'est pas compatible avec ce film que je voulais faire sur 10 ans. Je cherche un autre moyen de le faire. Et tout ce qui est soumis à des temporalités trop fortes, ça peut être compliqué. En animalier, on aime bien avoir 1-2 printemps pour filmer. C'est des périodes où il se passe plein de choses. Donc en fait, on aime bien se dire, si je rate un premier printemps, la reproduction, je peux revenir l'année suivante. Et ben aujourd'hui, c'est pas toujours possible. Entre le moment où on a l'accord de la chaîne et le moment où on demande de rendre le film, si on a une saison de printemps, c'est déjà bien. Mais ça, finalement, cette culture de l'urgence, enfin, cette culture d'abord du temps de lecture puis de l'urgence, les réals, faut qu'ils en soient conscients. Mais je pense malheureusement c'est plutôt les chaînes qui en pâtissent parce qu'elles se coupent d'elles-mêmes de plein de projets qui seraient super bien, où le documentaire pourrait montrer de façon très forte qu'il est en résonance avec l'actualité, qu'il offre un recul nécessaire ou une pensée intéressante, un pas de côté, et il ne peut pas le faire parce que les délais pour le faire sont trop longs. Nous, notre juste rôle, et le producteur le fait aussi, c'est de se dire attention, il y a un feu orange là qui s'allume, on va avoir un problème avec les délais. J'entends. Merci. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées dont tu souhaiterais parler ? C'est sans fin. En fait, une fois vraiment... Une fois qu'on me lance sur les dossiers, l'environnement du documentaire et les choix qu'on fait au quotidien et tout... Il y a plein de choses à dire. En fait, moi, j'adore parler de ça, j'ai pas de problème. Ouais. Maintenant, on peut se revoir un autre coup, si tu veux. Maintenant, c'est parce que... En fait, c'est ça, c'est que ça me passionne et ça te passionne, en fait. Bien et c'est sûr. Aussi ça qui fait tourner ce monde. Et je suis pas sûr que les chaînes aient conscience de ça. Qu'on est des vrais professionnels, qu'on n'est pas juste l'étiquette qu'on se trimballe et qu'on est capable de grands écarts dans la réalisation, d'une grande plasticité et d'une grande intelligence par rapport à ce qu'on fait et qu'on n'est pas juste des machines à réaliser. Et je pense que c'est sain de se poser toutes ces questions et de se les poser régulièrement
Pourquoi je fais un documentaire? Pourquoi il n'y a pas une autre forme? Est-ce que c'est un réflexe que j'ai pris de faire un documentaire? Est-ce que celui-là, il va essayer de finir sur la télé? Est-ce que tiens, celui-là, c'est pas une petite respiration que je me laisserai et je vais le faire vivre hors format, hors des cases pour les festivals? Tant pis, il aura moins d'argent, mais c'est comme ça que je le vois. J'aime bien avoir ces raisonnements régulièrement et y remonter tout en haut des décisions. Est-ce que c'est vraiment un documentaire qu'il faut faire là? Ou une chanson? Ou une poésie? Et si j'ai choisi le documentaire, je sais pourquoi, et je sais quelle forme je veux lui donner, et je sais pourquoi c'est le réel qui devient important dans mon histoire. Et ben, je te propose de conclure là-dessus. On rajoute rien? Je lance vraiment un appel à tous les auteurs qui se sentent isolés. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de ressentir ça. Il y a des syndicats, il y a la garde, il y a des groupes Facebook, il y a des moyens d'échanger avec d'autres gens sur ces questions-là et qui participent, et j'y participe. Chacun on essaye, tu vois, de dire en fait on peut se lire des dossiers les uns les autres, on peut s'entraider, il y a des ressources qui existent, il y en a pas beaucoup, mais au moins partageons celles-là, quoi. La chronique se termine, je vous propose donc un bref résumé de cet épisode si vous souhaitez prendre des notes. Le dossier PDF de notre documentaire a pour but de donner envie, de rassurer la société de production et la chaîne de télévision, et de décrire ce qu'on va voir dans le film. Dans le dossier, il faut avoir un résumé de quelques lignes, une note de réalisation, ça c'est un peu le mode d'emploi, qu'est-ce qu'on va voir dans le film. Une note d'intention, ça explique pourquoi moi en tant que réal, je suis la bonne personne pour le faire. Par contre, on évite la biographie et le remplissage pour rien. Et vous pouvez aussi ajouter un séquencier, donc c'est un découpage de quelques séquences, de quelques lignes. Pour écrire notre résumé, il faut avoir accumulé assez d'informations. Il faut aussi avoir décidé où se situe notre film dans la carte des genres des films diffusables. Il faut présenter nos personnages, donner des éléments visuels, donner les conflits et les enjeux qu'on va voir, et finir sur une phrase d'accroche qui donne envie d'avoir la suite. L'idéal, c'est d'avoir une écriture visuelle, de faire ressortir les émotions, les sensations, de ne pas être trop explicatif. Et d'ailleurs, c'est une écriture qui n'est pas innée, et je nous invite à essayer différentes versions de ce résumé. La grosse difficulté, c'est qu'il faut être capable de visualiser notre film en entier dans notre tête, et pas seulement d'avoir 30 secondes du film par-ci par-là. L'écriture du dossier, ça nous oblige donc à faire un entonnoir de prise de décision sur la faisabilité de notre film. Alors, est-ce que je veux vivre de ce film-là ? Quelles sont les stratégies de diffusion ? Est-ce que je pense qu'il sera plus diffusé en télé, en cinéma ? Il est important de connaître les contraintes de diffusion. Est-ce qu'il y aura de la voix off ? Est-ce qu'il y a des interviews ? Est-ce que moi, je suis dans l'histoire ? Est-ce que c'est plus un film d'action ? Est-ce que c'est plus contemplatif ? Est-ce que c'est basé sur des archives ? Quel dispositif il y aura ? Quelle équipe je pense avoir ? Quel matos ? Et combien de temps de tournage ? Est-ce que du coup, ça nécessite juste 2 semaines ? Ou au contraire, c'est des personnages que je veux suivre sur 1 an ? Et en fait, ça nous permettra de passer d'un sujet à un projet, parce qu'un sujet, ça peut être plusieurs projets. Il est également nécessaire de choisir avec attention notre société de production, afin que ce soit une relation de confiance, une personne avec qui on peut s'entendre sur plusieurs années, pour que ce soit le moins dans la douleur possible. Il est important du coup de pouvoir trouver un langage commun, et nous devons pouvoir discuter en toute transparence, en demandant la stratégie, à quelle chaîne cette personne pense, s'il a des exemples de dossiers déjà écrits pour cette case de télévision, ou s'il a l'habitude de travailler avec cette case. Et à nous de faire aussi un gros travail de veille pour bien connaître notre environnement. J'entends beaucoup de personnes de l'audiovisuel me disant qu'elles ne regardent pas du tout la télévision, alors qu'elles ont des films qui sont diffusés sur ce canal. Et moi, clairement, j'en fais partie. Et après réflexion, je me rends compte que mon manque d'intérêt m'a empêché d'y voir plus clair sur les attentes des chaînes. Par solitude, par manque de réseau, par peur, ou alors simplement en me disant que c'est pas mon job. Alors finalement, est-ce que c'est pas à nous de nous fédérer pour mettre nos ressources en commun ? Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Paul-Aurélien Combre pour cette interview et à Nicolas Gabion des Escales Buissonnières pour cette rencontre. On se retrouve au prochain épisode pour une chronique Making of avec le film La Chrysalide de Laura Lardeux qui nous emmènera en Haute-Savoie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Et ce podcast, c'est aussi le vôtre. S'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez me partager, sentez-vous libre de m'écrire en commentaire sur Instagram ou Facebook. Je répondrai à tous vos messages et je ferai de mon mieux pour créer un nouvel épisode.
C'est un podcast produit et réalisé par Mes Soins, avec une composition musicale réalisée par Claire-Sophie Dagnan, avec Vera et Léon au violoncelle, et une illustration d'Hugo Merel. À bientôt!